Bonjour, je m'appelle Franz Saint-Elémy. Je suis président et chef de l'exploitation de LEDARTEC. Aujourd'hui, je vous parle de l'intelligence artificielle et la mobilité intelligente. Est-ce que ton côté sportif, quand tu étais coach de foot, mais aussi joueur de foot, t'a permis d'intégrer des valeurs qui te sont encore utiles aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? 100%. En fait, pour être un joueur de soccer, il faut que tu sois résilient, il faut que tu sois capable de développer cette capacité de t'adapter. Donc, je pense que la résilience et la capacité d'adaptation sont des outils que j'utilise à tous les jours aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Est-ce que tu pourrais me parler de ton premier contact dans le monde des STEM? Parce que je m'en souviens que tu m'avais partagé que lorsque tu étais jeune, tu voulais être astronaute. Oui, en fait, même aujourd'hui, j'aimerais avoir la chance d'aller dans l'espace un jour, mais oui, pour moi, c'est Star Trek, c'est Planète des singes, c'est tout ce qui était scientifique, ça m'intéressait, tout ce qui était science-fiction. Donc, très jeune, je me suis intéressé à tout ce qui est électronique, tout ce qui est gadget futuriste. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as codé et puis c'était dans quel langage? Oui, en 6e année à l'école Hunsick, le professeur nous a initiés à Fortran et Pascal. On a fait un jeu de Pong. Old stuff. J'en ai déjà entendu parler. Pourquoi tu as choisi le domaine de l'IA? Pourquoi tu as choisi d'intégrer, dans le fond, ces outils-là, l'intelligence artificielle, dans le transport? Bien, en fait, dans le secteur de l'automobile, on cherche toujours les outils les plus avancés, ce qu'on dit en anglais state of the art, ce qui est vraiment la méthode de l'art. Et avec les capacités de microprocesseurs aujourd'hui, on est capable d'intégrer des fonctions qu'on ne pouvait pas il y a 10 ans. Alors, donc, des fonctions vraiment qui permettent de faire de très grands calculs. Alors, aujourd'hui, être en mesure d'intégrer ces fonctions-là, ça nous permet aussi d'avoir des véhicules qui ont des fonctions qui sont proches d'une autonomie. Donc, on parle, par exemple, garder la ligne ou bien bifurquer d'urgence ou arrêter d'urgence ou freiner d'urgence. Alors, ce sont des fonctions qu'on peut intégrer grâce aux puissances de calcul des ordinateurs de bord qu'on a. Est-ce que c'est qu'est-ce que vous faites chez LEDARTEC? Oui, LEDARTEC, on fait ça, mais en plus, on cartographie l'environnement en 3 dimensions, ce qui permet au véhicule de se situer à l'intérieur de la scène, donc dans le fond, dans son mapping, et aussi de détecter les obstacles et de planifier sa route en fonction de la scène. Alors, donc c'est super cool parce que ce que ça fait, c'est que ça permet de reproduire l'environnement de façon analogique, comme les humains, on le voit, complètement numérique pour que la machine puisse voir indépendamment du conducteur. À quoi ça ressemble les algorithmes que vous utilisez chez LEDARTEC? Oh, on utilise des algorithmes de calcul. Donc, c'est vraiment beaucoup de fonctions de vision ordinateur, mais aussi des fonctions de traitement de signal. Donc, c'est vraiment ça, c'est des mathématiques, c'est des calculs et c'est de la reconstruction. Donc, j'en comprends qu'avec des apprentissages en algorithme profond, vous êtes capable de recréer, dans le fond, ce monde 3D-là, mais de prédire également parce qu'on doit détecter qu'est-ce qui est devant nous puis être capable de classifier, bien, ça, c'est un humain, ça, c'est une signalisation. Exactement. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend les signaux qui sont envoyés par exemple, comme la caméra, tu as le radar, tu as aussi des ultrasons, mais aussi éventuellement des lidars. Donc, ce que ça fait, c'est que tout ce qui revient de toutes ces données, des données brutes, on les processe, on les traite et de là, on les fusionne et on recrée cet environnement. Donc, la caméra voit d'une certaine manière, le lidar voit d'une autre manière, le radar voit d'une autre manière. Donc, c'est d'autres façons de voir la scène. Ce qui est important de voir, c'est qu'en tant qu'humain, nous, on a des yeux, on a le son, on a aussi différents sens. Donc, c'est la même chose. La voiture, le véhicule est équipé de différents capteurs qui sont des différents niveaux sensoriels.
Et nous, on recalcule ça et on fusionne le tout pour faire un environnement. Qu'est-ce qui arrive au Québec lorsqu'il y a une tempête de neige? Est-ce qu'on recrée l'image? En fait, c'est un très bon point. C'est que normalement, tu vois, la caméra, elle va fonctionner dans une certaine fréquence. Le radar va fonctionner dans une autre fréquence, le lidar dans une autre fréquence. Alors, les différentes fréquences vont nous permettre de voir indépendamment de l'environnement atmosphérique. Alors, donc, le lidar, il fonctionne très bien, même s'il fait noir, même s'il neige. Le radar. Le lidar, c'est une méthode de détection à travers la lumière. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va pulser l'environnement avec des lasers. Et ce que ça va faire, c'est que ça va frapper un objet. Et chaque objet a leur propriété de réflexion. Donc, ce qui va être reflété, on va reprendre ça et on va reproduire l'environnement avec le lidar en 3D, mais on fait la même chose avec la caméra. Le radar, c'est des fréquences radio. Donc, c'est toutes des fréquences différentes qui vont fonctionner différemment dans les différents éléments naturels. Donc, quand il fait soleil, la caméra voit bien, mais quand il fait trop ensoleillé ou pas assez de soleil, la caméra voit moins bien. Alors, c'est là que le radar et le lidar rentrent en ligne de compte, et vice-versa. C'est une énorme quantité de données. C'est énorme. Mais pour des gens comme moi, des geeks comme moi qui aiment des choses complexes, mais c'est le fun de pouvoir utiliser des technologies aujourd'hui qui sont présentes pour aider à améliorer la capacité humaine. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente la capacité humaine. Je prends un exemple, tout ce qui est blind spot detection, donc, ou même l'arrêt d'urgence. Ce sont des fonctions de sécurité aujourd'hui qui sortent dans des véhicules, qui sont intégrés dans des véhicules de base. Et ça sauve des vies. Donc, et pour moi, c'est super important. Il y a 1,3 million de gens qui sont morts à chaque année par des accidents bénins. Et c'est faute humaine. Donc, on parle de l'erreur de perception. Donc, la personne pense que je vais avoir le temps de traverser, puis malheureusement, si on parle de puissance de calcul, l'erreur humaine, le jugement. Alors, le véhicule, lui, ne fera pas ces erreurs-là parce qu'on programme de façon à ce qu'il soit précis tout le temps, peu importe les conditions. Parlant d'erreurs humaines et d'algorithmes, c'est quoi les enjeux que les DARTech rencontrent en termes d'éthique et en termes technologiques? La perception humaine, parce que souvent, les gens ont l'impression qu'on développe la technologie pour remplacer le conducteur ou pour remplacer l'humain. Mais dans les faits, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente la capacité humaine. Donc, imagine un peu dans un véhicule où est-ce que tu n'es pas obligé d'être à 100% connecté sur la route. Donc, tu peux faire autre chose, tu peux converser, tu peux être plus productif, mais aussi, tu es en plus grande sécurité. Mais la perception, c'est que le véhicule, si jamais, par exemple, il y a un conflit, est-ce que le véhicule va choisir, par exemple, une personne plus vieille versus une personne plus jeune? Si jamais il y a un conflit et qu'on ne peut pas sauver les deux, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a de l'éthique et pourtant, ma réponse à ça, elle est très simple. En tant qu'humain, on prend la même décision, on va prendre une décision basée sur ce qu'on sait, sur l'information qu'on a, mais aussi sur nos réflexes. Le véhicule, on va l'équiper pour essentiellement avoir le meilleur réflexe possible 100% du temps. Mais c'est clair qu'il y a les enjeux d'éthique. Est-ce que tu crois qu'en termes technologiques, on va éventuellement intégrer le monde de la réalité étendue? Certainement. En fait, jusqu'à un certain point, ça va aller même plus loin que ça. Donc, la réalité étendue, comme tu dis, la réalité augmentée, mais en même temps aussi, quand on regarde un véhicule, on va le tester sur des conditions routières dans des centaines de milliers de kilomètres. Mais dans un environnement virtuel, on va avoir des centaines et des centaines de millions de kilomètres qu'on va avoir conduits. Donc, on va explorer toutes sortes de scénarios pour s'assurer que le véhicule soit capable de s'adapter à toutes sortes de conditions, à toutes sortes de risques ou à toutes sortes de situations.
Donc, l'environnement virtuel est essentiel à la mise en production d'un véhicule aujourd'hui. Et c'est la même chose pour l'aéronautique, c'est la même chose pour le secteur médical. Donc, ce qu'on fait dans la réalité versus ce qu'on fait dans la réalité virtuelle ou la réalité augmentée étendue, c'est essentiel et ça va de pair avec la mise en production. Selon toi, à quand la voiture 100% autonome? Quand est-ce que toi et moi, on peut la conduire? Puis peut-être que tu l'as déjà conduit, mais dans un environnement qui n'est pas contrôlé. Je te dis, c'est une fantaisie, c'est un rêve. Éventuellement, on va y arriver, mais aujourd'hui, il y a plusieurs enjeux. Première, on a parlé de l'éthique tout à l'heure, mais aussi la législation. C'est un enjeu, donc il faut baliser les règles de la conduite autonome. En termes technologiques, de barrières technologiques, il y a des enjeux, mais ce sont des enjeux qui sont de moins en moins grands parce qu'on y arrive à avoir des véhicules qui sont autonomes, qui peuvent conduire dans des environnements contrôlés, complètement autonomes. Mais le problème, c'est que dans un environnement multimodal qui incorpore l'humain. Alors, toi et moi, on peut développer une voiture ensemble et je peux à 100% prédire ce que ta voiture autonome va faire et vice-versa, la mienne aussi. Donc, et ils se communiquent entre elles. Exactement. Mais la voiture et l'humain, dans des conditions où est-ce qu'en temps normal, l'humain devrait réagir d'une façon, elle peut réagir 1 million de façons différentes. Et ça, c'est trop complexe pour le véhicule. Alors, donc, ce qui est logique parfois pour le véhicule, mais ce ne sera pas logique pour l'humain. Alors, donc, il va y avoir des conflits, ça va être très compliqué. Alors, dans toutes les conditions, la seule façon que ça peut arriver, c'est si tous les véhicules sont autonomes. Sinon, c'est trop complexe de mélanger le conducteur humain et la voiture. Où est-ce que tu vois ton domaine dans 5, 10, 15, 20 ans? Oh, c'est un développement extraordinaire. Donc, les véhicules qui sortent aujourd'hui de la chaîne de fabrication sont équipés de dispositifs de sécurité qui sauvent des vies, qui ont des fonctions complètement autonomes, indépendantes du conducteur. Moi, ça m'arrive souvent. Je suis un peu distrait, mon téléphone, il sonne, puis le véhicule, il arrête automatiquement pour moi. Mais imagine dans un contexte, non seulement ça, il va détecter que je suis fatigué et il va se stationner au bord de la route tranquillement jusqu'à ce qu'elle constate. Elle va constater d'elle-même que je suis apte ou pas apte à conduire. Donc, automatiquement, le véhicule, il ne démarrera pas s'il sent que j'ai bu, je suis sous l'influence de narcotiques, ou si je suis fatigué, ou si je suis incapacité. Imagine le nombre d'accidents qu'on va réduire juste avec cette simple fonction de surveillance du conducteur et des passagers. Donc ça, ce sont des fonctions qui vont rentrer au cours des 2, 3, 5 prochaines années. Dans 10 ans, on va avoir des véhicules qui vont avoir des fonctions d'autopilote. Donc, tu rentres, tu programmes, tu dis tu vas à Montréal, Québec, tu programmes boulevard Amel et le véhicule t'amène à la sortie la plus proche. Donc, pendant 2 heures ou 2 heures et demie, tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Autonome, est-ce que je peux dormir? Probablement pas. Ou semi-autonome? Mais complètement, elle va t'amener de entrer de l'autoroute à la sortie la plus proche. Donc, et elle va s'assurer que tu sois en mesure de prendre le contrôle. Dormir, non, mais tu vas pouvoir lire. Tu vas pouvoir jaser avec quelqu'un dans le véhicule. Donc, ça va améliorer ta qualité de vie. 15-20 ans, est-ce que je vais être capable de prendre un drone autonome? Non, dans 5 ans, tu vas pouvoir prendre un véhicule. En fait, il y a des tests, il y a des pilotes qui se font actuellement, là, des flying taxis, donc, mais tu vas en avoir. Dans 5 ans, il va y avoir de meilleures régulations, il va y avoir une meilleure validation de la technologie, mais dans 5 ans, tu vas pouvoir planifier tes déplacements en fonction de ce qui est sur roue, ce qui est sur 4 roues, 2 roues, dans les airs, moto marine. Donc, tu vas avoir multimodal et, à mon avis, ça va améliorer la productivité des gens. Dans des grandes villes aussi denses comme New York,
ça fait toute une différence. Pour conclure, Franz, c'est quoi ton conseil pour les jeunes? C'est d'explorer, c'est de libérer l'astronaute en vous. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont permis de voyager, d'explorer, de faire des tests, de pousser mes capacités. Donc, je pense que c'est surtout ça, de ne pas avoir peur de faire des erreurs, d'explorer, puis de challenger aussi. Parce que moi, je n'étais pas un enfant qui était difficile pour mes professeurs, mes éducateurs, parce que j'étais très curieux. Je posais beaucoup de questions et je challengeais. Donc, parce que j'ai challengé, parce que j'ai poussé, bien, ça m'a permis de découvrir des choses. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Franz, merci énormément pour ton temps et ton partage. Merci. Si tu veux en savoir davantage, je t'invite à visionner les prochaines capsules et à consulter héros-de-chez-nous.org pour du contenu exclusif. C'était Pulse Techno IA, les métiers du futur.